résultat d'une manipulation, c'est la première phrase de ce livre. Vous ne croyez pas à la spontanéité des sentiments, vous? Écoutez, c'est une construction. Je propose cette idée et je l'amène le plus loin possible. Ah oui, très loin même. Je pars de cette idée et à la fin, je suis assez convaincu, en fait. Ouais. Donc, parce que... Mais là, pardonnez-moi, mais vous répondez absolument pas à ma question. Est-ce que vous croyez à la spontanéité du sentiment amoureux? J'étais en train de vous expliquer. Alors, donc, vous voyez, on nous fait croire que ça naît spontanément entre deux personnes, parce qu'on a envie de faire perdurer le sujet. Le sujet, c'est-à-dire l'être pour l'amour, mais ça veut dire celui qu'on peut manipuler, qu'on peut convaincre, celui sur lequel on fait des études de marketing aussi, puisque ça aussi c'est du désir. Donc, en fait, ce sujet, si on le déconstruit, comment est-ce qu'on peut procéder pour le déconstruire? Moi, j'ai fait un livre multiple. Je suis d'abord allé voir dans l'histoire. Dans l'histoire, on a toujours pensé que la passion amoureuse était déclenchée de manière délibérée par des objets et alors, des choses qui sont construites dans l'histoire, mais plus précisément dans les pensées pré-philosophiques, c'est-à-dire les mythologies, les grands mythes. Alors, bien sûr, dans tous les grands mythes, l'amour est toujours déclenché. Par ailleurs, dans l'histoire, jusqu'à très récemment, hein, jusqu'au XVIIIe siècle à peu près, la passion amoureuse est toujours déclenchée par quelque chose. Et puis, quand on va regarder de près, on se rend compte que aussi, aujourd'hui aussi, quand on va voir, et je rapporte dans mon livre des exemples de gens qui m'ont fait leur confidence, parfois pour des raisons cliniques et parfois comme ça, de manière amicale. Et donc je rapporte des récits de ces cas-là. C'est-à-dire que je vois que c'est tout aussi présent aujourd'hui qu'autrefois. Et au fond, ce livre est un livre d'espoir. Je dis aux amoureux affligés par la passion, vous pouvez vous emparer de l'affaire. Si c'est un objet qui était à l'origine, eh bien c'est peut-être un objet qui peut le démonter après. Ah, alors ça va intéresser Lionel. On démonte. Allez, allons-y, démontons, décortiquons. Toby Nathan, est-ce que l'on peut déclencher l'amour? Écrivez-vous à l'aide de quelques procédures. Donnez-nous des exemples. Quelles sont les procédures qui permettent de déclencher l'amour chez l'autre? Bon, alors, d'abord, on va partir un peu dans le passé, parce que sinon, on a du mal à comprendre. C'est-à-dire, vous avez un temps, on repart 3000 ans avant Jésus-Christ. 3000 ans avant Jésus-Christ, vous avez une société, mésopotamienne en l'occurrence, mais c'était un peu partout. La Mésopotamie, c'était les spécialistes de ça. Hein. Et vous avez une société où vous avez une déesse particulière, et cette déesse, c'est la plus forte, la déesse de tout, c'est Inanna. Inanna, c'est la déesse de l'amour, c'est la pulsion personnifiée. Et si vous voulez déclencher l'amour, il faut que vous demandiez à Inanna, c'est elle la chef. Hein. Et donc vous allez la supplier, vous allez essayer de vous saisir de ses capacités, et vous allez mettre ces capacités dans un objet, et cet objet, vous allez faire en sorte qu'il touche, qu'il contacte, qu'il reconnaisse la personne que vous avez envie, que vous convoitez au fond. Donc vous avez tout d'un coup affaire non pas à des gens affligés par des choses qui leur tombent dessus, mais par des gens qui décident comme ça de capturer des âmes en quelque sorte. Et là, vous savez, quand vous regardez les Grecs, on dit des Grecs qu'ils ont inventé la raison. Certainement, c'est vrai, en matière de politique, en matière de philosophie, certainement, mais pas en matière d'amour. Les Grecs étaient obsédés par ça, par les agogés, ce qu'on appelait agogés. En grec, agogés, ça signifie des objets qui permettent de contraindre les gens. On a trouvé des milliers d'ostracas, c'est-à-dire de petites, de poteries, des tessons de poterie sur lesquels on fabriquait des amulettes. Alors, et on disait par exemple, moi, Toby, je veux qu'une telle, Marie par exemple, vienne se soumettre à mon désir totalement, qu'elle se livre totalement soumise à moi. Et je mets cet objet-là à l'endroit exact où elle va passer. C'est des objets. Vous vous rendez compte que non, ça change tout. Toby. Mais vous me concéderez qu'aujourd'hui, en 2013, bon, Inanna et les ostraqués, on en trouve un petit peu moins à chaque coin de rue. Qu'est-ce qui fait dans le monde contemporain que l'on parviendrait à ressusciter ces croyances, ces mythes et ces pouvoirs d'antan? Alors, ça, je vous rappelais ça parce que je vous disais comment on procédait. Donc un dieu, des objets,
un professionnel, un technicien qui sait les fabriquer. Hein. Bon, il y a beaucoup d'exemples dans mon livre, je passe dessus. Maintenant, moi, je suis allé me saisir de ces choses-là à la lumière de ce que j'ai entendu, soit dans mon cabinet, soit de gens qui m'ont parlé. Et c'est extrêmement fréquent. Et c'est pas fréquent dans des mondes lointains, évidemment. C'est fréquent aujourd'hui, dites-vous. Aujourd'hui. Mais ils le taisent. C'est-à-dire qu'on n'ose pas venir vous le dire. Si, Comme à un s'il moment y avait donné, quelque chose qui était de l'ordre de l'irrationnel, du Bien sûr. surnaturel. Bien sûr, ils pensent ça, mais en même temps, c'est la façon la plus rationnelle, en fait, de regarder ce phénomène. Alors, moi, j'ai pris ces objets et je les ai démontés. Et j'ai essayé d'en sortir des principes qui seraient valables aujourd'hui encore. Lesquels ? D'ailleurs, à la fin, mon livre, donnez-moi un exemple. Un principe valable une sorte de aujourd'hui. manuel à la fin. Oui, alors on peut y aller. D'abord, il faut le tiers, quoi. Il faut un tiers. On ne fait pas ça tout seul. On ne fait pas ça tout seul, il faut un tiers. Celui que j'appelle, moi, l'annonciateur. Il faut que quelqu'un vienne et dise « Ah, mais t'as vu comment elle t'a regardé, etc. » Ou alors, tu as vu comment il s'est intéressé à toi. Il y a un tiers. Ce tiers-là, il faut lui accorder toute l'importance. Si vous voulez capturer une âme, non mais je donne des tas de principes très précis. Hein. Ah bah oui, voilà. Promettez la métamorphose et vous obtiendrez la passion amoureuse. Ça s'appelle du cynisme, ça, non ? Non, alors, attendez, parce que je parle des principes. Quand on parle de principes, on est dans le cynisme. Mais quand on utilise ces choses-là, on est dans le besoin. C'est-à-dire, quelqu'un est en souffrance, il a envie de contacter. Alors, il y a un exemple d'un cas qui m'a beaucoup influencé, en fait, qui m'a fasciné. C'était un homme d'une intelligence inouïe et qui a eu une relation amoureuse une fois, une nuit avec une femme, et il voulait qu'elle lui cède totalement. Et il ne savait pas comment faire. Elle ne voulait plus, quoi. Elle ne voulait plus l'approcher. Alors il est venu me voir avec une question comme ça. Non pas en me disant « je vais mal, soigne-moi ». Il m'a dit « fais-la moi revenir, tu sais faire ça ?» Et là je me suis dit, lui il pose la vraie question. Est-ce qu'on sait la faire revenir ? Et alors, est-ce qu'on sait la faire revenir ? Parce que c'est une bonne question. Elle est revenue. Donc, si je comprends bien, attendez, hypnopsychiatre en 2013, Non. Toby Nathan, retour définitif et durable de l'être aimé. Non, voilà, regardez, Non, c'est une question. Voilà un bel exemple. C'est-à-dire que vous avez une pensée officielle qui ignore ces phénomènes qui sont extrêmement présents dans la tête de tout le monde, et vous avez des marabouts qui distribuent des papiers partout comme ça, qui eux répondent aux questions des gens. Je ne pense pas qu'ils sont très sérieux, ces marabouts, hein. Mais quand on regarde les choses avec sérieux, quand on veut leur accorder l'importance que les anciens leur accordaient, et qu'au fond, quand on regarde le fonctionnement, eh bien, et ça mérite, à ce moment-là, on se rend compte que oui, il y a des principes à tirer, et on peut aider les gens avec ça, oui. Ouais. Donc l'amour ne tombe pas du ciel. Il y a énormément d'exemples que vous donnez, et ce qui est assez passionnant, c'est les confessions, les confidences que vous font ces gens qui viennent vous voir. Vous avez bien évidemment changé et modifié les prénoms, les professions. Bien sûr. C'est normal, on fait toujours ça. Hein. Alors, on a bien compris qu'on pouvait déclencher l'amour, que l'on pouvait rendre l'autre amoureux. Cela dit, une fois que l'amour est là, hein, une fois qu'on a réussi à le déclencher, il reste quand même une question. Est-ce qu'on peut le contrôler ? Non, absolument pas. C'est comme si on déclenche une éruption volcanique. Après, on l'arrête pas, quoi. Hein. Donc on la déclenche, ça. Je pense qu'on a des méthodes, des techniques, des objets qui nous permettent de déclencher ça. Mais une fois qu'elle est déclenchée, il va suivre son cours. Et à ce moment-là, eh bien, advienne que pourra. Il faut s'attendre à un long moment d'anarchie, hein, quand même. Hein. Heureusement, donc, on sait déclencher, mais il y a l'anarchie, c'est-à-dire derrière le pouvoir de la littérature et des mots pour mettre tout ça par écrit. Le livre s'appelle Filtre d'amour et il sort là dans quelques jours. Oui, je voulais vous dire aussi que je l'ai mis au singulier, Filtre d'amour. Oui, pourquoi ? Parce que le livre lui-même est un objet. Donc peut-être que vous pouvez l'utiliser pour le lire. Je peux marabouter, je peux le lire et je peux marabouter. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup.